Tout de suite, je suis si près que ça, d'après vous, d'être Non, mais vers comme- la fin. Le capitalisme digital, c'est selon moi la nouvelle forme que prend le capitalisme. Ça pourrait être une forme terminale. Ce continent a une âme millénaire, ça résiste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre première émission de Sur le Piquet. Le concept de l'émission est simple. On reçoit un invité engagé sur un sujet d'intérêt général et il vient parler avec nous de son parcours, de son engagement et de ses projets. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour avoir plus de contenu. La France a vraiment souffert. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Aujourd'hui, donc, on reçoit Sename Kofi. Bienvenue sur ce plateau Sur le Piquet. Donc, vous êtes anthropologue et architecte togolais, c'est ça. Et votre sujet, c'est donc la ville africaine du futur. Est-ce que je peux vous laisser commencer par vous présenter déjà vous-même et raconter un petit peu votre parcours? Merci déjà pour l'invitation. Je suis très heureux d'inaugurer ce nouveau programme. Donc, Sename, je suis principalement architecte et anthropologue de formation. Bon, j'ai un certain nombre de centres d'intérêt. Ouais. Comme on m'y oblige beaucoup, maintenant j'essaie de dire précisément ce que je fais et la façon la plus simple de le dire, c'est que j'essaie de produire une espèce de critique de la modernité. Alors, Très bien. Je suis pas très, comment dire, très innovant en cela, puisque c'est presque répandu désormais. Il y a des gens bien plus autorisés que moi qui le font de très belle manière. Et mon originalité, si vous voulez, ou ce en quoi je me distingue, c'est que je produis cette critique. J'essaie de la produire rigoureusement depuis l'Afrique, à travers un certain nombre de signaux qui me semblent cristalliser un peu le problème moderne, dont la question de la ville. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, des étapes clés qui ont permis donc d'aboutir au projet que vous menez? Bon, c'est relativement simple. Moi, je suis né au Togo. J'ai fait toutes mes études jusqu'au baccalauréat au Togo. D'accord. J'ai fait un bac mathématiques. Et il y avait comme débouché après pour des études supérieures que d'aller en maths sup, ce que j'ai fait, mais j'étais très malheureux en maths sup à l'université de Lomé au Togo. Donc j'ai essayé, comme beaucoup le font, d'obtenir un visa pour venir faire des études en Occident. C'est la France qui m'a accepté. Pour des études de design industriel. De design, d'accord. Voilà, donc initialement j'étais là pour faire des études de design. Et est-ce qu'il y a beaucoup de maths du coup dans le design d'industrie? Non, je voulais plus du tout continuer en mathématiques. Vraiment, vous étiez dégoûté des maths. Mon truc, c'était de dessiner des baskets, D'accord, etc. ok. Voilà, je voulais faire des objets africains. Parce que j'avais l'impression que j'étais entouré d'objets qui étaient complètement importés du point de vue du concept. D'accord. Quand je voyais le catalogue de formes africaines, je me disais, mais pourquoi on ne fait pas des tables qui puisent dans ce matériau-là? Pourquoi on n'a pas des baskets qui puissent dans ce matériau? Pourquoi on est entouré uniquement d'objets qui ont l'air d'être européens? Voilà, exactement. Ok, d'accord. Donc je me proposais de devenir designer et quand je suis arrivé en France pour faire des études de design, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire mieux en fait que dessiner l'objet, c'est faire là le bâtiment. Donc je suis passé en architecture, toujours dans la même idée de développer une architecture rigoureusement africaine. Et après en anthropologie, parce qu'on ne nous donnait pas tous les outils en architecture pour faire spécifique. Donc je me suis inscrit en anthropologie. Et du coup, vous avez fait les deux cursus en même temps, c'est ça? Alors vers la fin, oui, l'anthropologie et l'architecture, vers la fin simultanément. Quel lien en faites-vous entre les deux disciplines? Oui, ce que je dis souvent, c'est que l'architecture, normalement, classiquement, jusqu'à ce qu'on bascule dans l'architecture standardisée, presque industrielle, dont on peut dire que le concept est occidental, l'architecture, c'était la projection au sol des structures sociales. C'est-à-dire qu'à travers l'architecture, on devait seulement... il ne s'agissait pas en réalité d'aménager, mais de ménager. De donner le meilleur terrain à ce que la complexité du lien social puisse se déployer idéalement. Donc pour faire de la bonne architecture, d'un point de vue classique, il faut comprendre l'homme et comment l'homme vit en société et tout ce qui fait la complexité des groupes d'individus. Ouais, c'est vrai que vous partez vraiment du sens
profond et de base en fait de l'architecture pour pouvoir travailler. C'est ça. Ok, ouais, c'est original parce que la plupart des architectes au final aujourd'hui font des bâtiments parce que bon, j'imagine qu'ils veulent que ce soit beau, peut-être être reconnu, je sais pas. Et c'est vrai qu'on n'entend pas souvent cette vision-là de l'architecture Mhm, mhm. dans les discours traditionnels. Et je voulais savoir du coup, enfin, c'est quoi vos influences du coup culturelles et personnelles En en architecture. architecture? Oui. Bon, en architecture, j'ai deux sortes de poteaux mi-temps. J'ai deux tutelles. Oui, C'est évidemment Hassan Fati. Hassan Fati, c'est un architecte égyptien qui a produit cette d'accord. petite révolution qu'on peut considérer comme la renaissance des architectures vernaculaires. Parce qu'Hassan Fati a redécouvert un style de construction qu'on appelle la voûte, les La coupoles voûte. nubiennes. Ok. Est-ce que Euh, vous pouvez en dire un petit peu plus alors, c'est une technique pour faire des structures courbes, et donc des toits courbés, par exemple, mais sans D'accord. étayage. Donc, pas besoin de bois pour tenir le toit, pas besoin de Ok. coffrage. Et donc, une technique, évidemment, qui est très adaptée pour des contextes comme le contexte sahélien où il y a très peu de bois. Ok, Donc, vous faites des ouais. toits en terre sans avoir besoin de toute la superstructure pour étayer. Ah, mais ça doit être technique de faire des arcs. Voilà, donc c'est le principe de la voûte, c'est-à-dire que Hmm. le premier réseau porte le deuxième et vous montez jusqu'à fermer Ok, votre ah oui, oui, je toiture vois. avec ce qu'on appelle la clé de voûte pour finir. Ok. Ouais, j'avoue que c'est hyper intéressant. Parce que vraiment, ouais, du coup, la technique s'adapte très bien aussi au contexte, vous avez dit. Alors, c'est adapté dans des environnements où il y a très peu de bois, Ouais, évidemment. C'est aussi parce qu'on construit donc traditionnellement le Nubien en terre. Donc, sur le plan des performances thermiques, c'est beaucoup plus adapté que le tout ciment ok, ouais. qui s'est vulgarisé. Et surtout, la couverture en tôle qui est une impasse pour beaucoup d'Africains. Et donc ça restitue la possibilité d'avoir des toits Ouais, en terre et ok. courbes en plus. Donc, il y a aussi un intérêt esthétique à développer cette technique-là. Ok, mais du coup, justement, dans des contextes comme, on va dire, le Sahel où il y a peu de bois, ouais. Donc à part la terre, vous avez quoi d'autre comme matériaux que vous utilisez pour construire? Parce qu'il n'y a pas beaucoup, enfin, il y a pas de bois, le Alors fer. bon, moi j'essaie donc de faire du vernaculaire, donc j'essaie au maximum Hmm. de mobiliser des ressources qui sont disponibles localement, la terre étant le plus évident, Ouais, mais on ne s'interdit pas de faire ce qu'on appelle de la stabilisation. Donc tu peux stabiliser de la terre avec de la fibre végétale, avec un peu de gravillon ou même du ciment. ok, ouais. Donc toutes les façons de stabiliser la terre pour qu'il résiste le mieux à l'eau, puisque l'eau est le vrai ennemi de la terre. Quand tu fais de la construction en terre, on dit souvent qu'il lui faut de bonnes bottes et un bon chapeau. Ok, Donc, de bonnes bottes, parce un que bon chapeau. l'eau l'attaque par le bas et l'eau, quand il pleut, l'érode. Ok, ça peut se dissoudre. Voilà, donc nous on stabilise un peu. Idéalement, il faut faire des toitures débordantes et surtout, il faut que les fondations soient suffisamment surélevées Ok. pour qu'il n'y ait pas de souci. Et je vais vous demander du coup, c'est quoi votre constat sur le passé déjà, le présent, de la condition des villes africaines et de la population aussi, notamment au rapport de l'architecture occidentale qui a été donc importée, enfin exportée plutôt vers l'Afrique. Bon, avant cela, parce que j'ai pas donné le nom de ma deuxième influence en termes Ah oui, d'architecture, et il m'en pardon. voudrait de là où il est Ok, ok, ça marche. si je ne donne pas, parce que c'est directement plus ou moins mon maître. Ok, C'est Fabrizio Carola, architecte italien qui a beaucoup travaillé en Afrique, qui a repris aussi, lui, le principe des voûtes et coupoles nubiennes, mais d'accord. l'a un peu plus radicalisé, a produit un manifeste vraiment très radical de ce type de Qu'est-ce que vous voulez dire construction. quand, enfin, par radicaliser du coup la C'est-à-dire que technique? Carola est allé vraiment loin, Ouais, comme c'était dans son tempérament. Il a fait d'abord très foncièrement, il a voulu faire de l'esthétique, c'est-à-dire que souvent quand on mobilise des techniques de ce type, ouais, on se dit, bon, on construit pour des pauvres, on construit pour le maximum de gens très vite, donc c'est pas important de faire de jolis objets. Lui a mis ce verrou de se dire que le geste architectural, même s'il est simple, ouais. même s'il est pour les pauvres, doit accueillir du beau. Fatih le disait aussi, mais Carola l'a fait beaucoup plus radicalement. Et Ok, Carola a aussi été très radical dans, le, enfin, dans cette sorte de refus du béton. ouais. Il voulait vraiment mitiger au maximum la place de tout ce qui pouvait venir du système entre guillemets industriel. Parce que du coup, oui, enfin, le béton, et j'imagine que confirmé ou pas, donc c'est que c'est pas très écologique en fait. Oui, c'est très performant, mais c'est un process
évidemment industriel, avec tous les problèmes que vous connaissez, Ouais. et d'autres problèmes qui se proposent à l'horizon, puisque pour faire du béton, il faut énormément d'eau Ouais. et du sable, et on risque bientôt de manquer d'eau, et le sable est aussi désormais une contrainte, puisqu'il y a de nombreuses mafias même, on dit aujourd'hui du sable, qui se développent un peu partout dans le monde, qui Ah, contrôlent ok. l'accès à cette ressource. Et donc, chaque fois qu'il y a un système mafieux, vous pouvez vous imaginer tous les problèmes Oui, qu'il y a que ça derrière peut. ensuite. Ouais. Oui, j'ai jamais entendu parler de ça, par contre, le système de Oui, parce que mafia. le sable est de plus en plus difficile à trouver. C'est une des ressources les plus utilisées aujourd'hui, puisqu'on construit D'accord, des ok. villes entières Avec du béton. en béton, en ciment. Et il y a une crispation autour de ça. Moi, je parle Ok. même de probablement très bientôt l'émergence de ce qu'il faudrait appeler une géopolitique de l'habitation. C'est-à-dire que les crispations entre pays vont se situer dans des lieux Ouais. qui sont ceux en lien avec la production du bâtiment. L'eau, le sable, etc. vont de mettre les grands enjeux et des guerres pourraient être déclenchées pour avoir accès à ces ressources-là. Waouh, ok. Une galère de plus Oui, dans la longue liste de l'humanité. ah ouais, ouais. Ok. Et donc du coup, enfin, vous, les problématiques que vous les souhaitez soulever dans votre travail, donc c'est vraiment, comme vous avez dit, donc l'aspect, certes, répondre à des besoins, il y a aussi l'esthétique, il y a aussi la Mhm, question de la durabilité. mhm, Euh, et donc, vous avez aussi parlé donc d'une critique. Vous avez critiqué un peu le système architectural classique occidental. Mais du coup, enfin, j'avais vu en lisant un petit peu ce que vous faites, en regardant un peu des vidéos, que vous avez parlé du capitalisme digital. mhm, mhm. Et qu'est-ce que c'est exactement en fait comment vous le décrivez le capitalisme digital et quelle critique est-ce que vous faites de ce type de Alors, bon, le système? capitalisme digital, c'est selon moi la nouvelle forme que prend le capitalisme. Cette forme a un côté très, très, très intéressant à observer, c'est que ça pourrait être une forme terminale. Enfin, certains D'accord. même parlent déjà de la mort du capitalisme avec l'avènement de ce nouveau type de capitalisme. Moi, je pense que c'est toujours le capitalisme, mais Oui. le capitalisme qui achève son potentiel. Il y avait un potentiel à l'origine dans le capitalisme, qui est un potentiel moi je dis de la séparation, d'arriver vers une société complètement séparée. Et avec le digital, ce potentiel de la Il est séparation exacerbé. ultime arrive, et on basculerait dans des sociétés du tout séparées, Oui. euh, euh, qui serait vraiment une forme, en tout cas, pour moi, ce serait la forme achevée. Il n'y aurait plus de projet capitaliste au-delà de celui-là. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que ça suppose la fin de notre ère, Ouais. ou la fin de l'humanité, ou une perspective plutôt réjouissante où les hommes, bon, parce qu'ils ils ont touché le fond, devoir réinventer quelque chose. Après, le capitalisme, il a tellement de ressources qu'on se demande si vraiment il a une fin en fait au bout d'un moment. Oui, Mais c'est-à-dire qu'il se renouvelle toujours et il se hum, nourrit de ces crises, mais il y a quand même une constance qui est le projet. Et là, avec le digital, le problème, c'est que le projet est réalisé, ouais, donc il aurait du donc, mal à se renouveler GAFAM et compagnie. dans une configuration d'achèvement de son propre projet. En tout cas, c'est Ok. le pari que... Mais du coup, enfin, lié à la question de l'urbanisme, de l'architecture, comment ça se traduit en fait le capitalisme digital? C'est quoi leur projet en fait pour les villes justement de demain et qu'est-ce que vous dénoncez là-dedans? Alors, je vais essayer d'expliquer ça très simplement, c'est-à-dire que la société idéale pour le capitalisme, c'est la société atomisée au maximum. C'est la société de chacun chez soi, Ouais, délivrée, entre guillemets, de toute nécessité de lien. Pour pouvoir vendre à tout le monde, il ne faut pas qu'on puisse avoir des liens. Si on est 20 dans un village à tous se oui, parler entre nous et avoir du lien, bah, une brouette suffit pour le village, parce qu'on se passera la même brouette. Mais si on est dans un village à être chacun pour soi et chacun chez soi, bah, il faut 20 brouettes. oui, effectivement, Donc le tâche capitalisme a collective. intérêt à appuyer sur les failles sociales pour qu'on bascule dans des sociétés complètement atomisées de chacun, Individualisé. voilà, de chacun chez soi. Des sociétés aussi qui n'accueillent pas de la nature, parce que le temps passé dans la nature, à contempler de la nature, c'est du temps en moins pour le système de production capitaliste. Ouais, L'intérêt à la nature, c'est quelque chose qui contraint fortement la relation instrumentale
justement à la nature, l'idée de voir que des utilités dans la nature, donc contre le lien, contre la nature, mais aussi contre le mouvement. Le capitalisme voudrait qu'on soit fixé D'accord, ok. et qu'on n'ait d'expérience que virtuellement en réalité. C'est le moyen de nous vendre ce qu'il y a de dernier à vendre en réalité de l'imaginaire aux humains. Et dans la configuration de la ville, ce Ouais. potentiel est complètement réaliste ou réalisable parce que la ville, c'est la superstructure qui vous permet d'être chacun chez Qu'il vous, soit. à être complètement autonome et idéalement demain à se faire livrer par drone, Ok, oui. avec toutes les technologies de réalité virtuelle, à vivre des expériences sans être obligé de bouger, etc. C'est ce qu'on voit déjà la plupart du temps. Enfin, je pense une ville comme Paris, par exemple. Mhm. Je sais que quand on a le rythme métro, boulot, dodo, en fait, c'est exactement ce qui se passe. On va travailler le matin, donc pour le capitalisme. On rentre chez nous le soir, on se fait livrer par Uber parce qu'on est trop lessivé pour faire à manger, par exemple. On n'a même pas de lien social au final en dehors de notre travail avec nos voisins. Mais ça, justement, c'est encore une contrainte pour le capitalisme. C'est ce que finit d'attaquer le capitalisme digital, c'est-à-dire que l'ancien capitalisme, si on peut parler ainsi, avait intérêt à vous pousser dehors pour aller faire boulot, justement, et utiliser le métro parce que le capitalisme se nourrissait du fait que vous soyez, pour faire caricatural, à l'usine. C'est Oui, votre force de travail qui faisait tourner le capitalisme. Maintenant, le capitalisme n'a plus besoin que vous sortiez de chez vous parce que la principale ressource, vous la libérez sur des devices. Et le temps passé dans la rue à aller au boulot, le temps passé à l'usine, c'est quelque de l'argent chose, perdu. la productivité, c'est quelque chose que des machines peuvent très bien faire. Donc maintenant, on a besoin de vous, mais uniquement dans un espace clos, pour que vous n'ayez pas d'interaction, que vous ne soyez pas distrait et passiez moins de temps sur des devices. Et idéalement que vous ne bougiez pas, parce que le mouvement crée le lien. Donc quand vous êtes chacun chez vous à être sur des ordinateurs, c'est le meilleur moyen aujourd'hui pour le capitalisme de vous exploiter, Ok, d'utiliser oui. ce dont la matière première Ouais, nécessaire aujourd'hui, qui est la donnée, mais aussi par le même moyen de vous surveiller. Avant, on avait besoin que vous soyez à l'usine pour que vous soyez sous l'œil de la panoptique. Mais maintenant, depuis chez vous, on peut on vous vous surveiller. surveille. Voilà. Donc le capitalisme va avoir tendance à enlever le métro, le boulot et le dodo, à vous tenir éveillé, idéalement en quarantaine, c'est-à-dire vous repousser dans des espaces intérieurs et isolés. On se croirait dans le bouquin de George Orwell, Orwell était, à le tout point de vue, visionnaire, Orwell est un génie qui et avait, très actuel. qui avait compris ce qui allait se passer. Mhm. Mais c'est vrai que c'est très totalitaire au final comme idéologie. Le capitalisme de base déjà est assez C'est autoritaire complet. normalement. Ouais. Et donc là, on va vraiment vers l'horreur totale, quoi. Mais du coup, donc j'ai bien compris que vous mettez le collectif au centre de vos projets liés à l'urbanisme et enfin, la collectivité, du coup. Comment est-ce que, enfin, dans vos projets actuels, là, ça se traduit, par exemple? Qu'est-ce que... Il n'y a pas des exemples à nous Donc présenter? moi, j'essaie de remettre donc de la nature, du lien et du mouvement, parce que je pense que c'est ce par quoi Ouais, ce système en voie d'être terminal se met en place. Donc, on va faire de l'architecture qui n'est pas de l'architecture, comment dire, moderne, au sens où elle coupe l'homme de ce qui le dépasse. Donc, il faut accueillir de la nature. ouais. On va faire de l'architecture qui multiplie les liens, donc forcer les rencontres. Mais justement, ça, enfin, comment ça se traduit une architecture pareille, enfin, qui met Bon, des liens c'est relativement simple. Si vous faites une architecture comme il y a aux Antilles, avec une espèce de balcon avant d'entrer dans les espaces entre guillemets privés, bah, vous Ouais. accueillez du monde, n'importe qui passe peut s'arrêter. Mais si Hmm. désormais vous faites une architecture qui est aveugle sur la rue, où on ne fait que rentrer dans le privé, bah, vous n'invitez pas. Donc ce Ok, type de oui. dispositif peut paraître très, très simple, mais le système pour faire de l'argent et le système qui comprend que pour faire de l'argent, il doit mitiger les liens, va plutôt promouvoir une architecture qu'une autre. Ok. Euh, et donc, il y a des dispositifs spatiaux qui permettent de De remettre créer du lien. de créer du lien. Et du coup, ça, c'est quelque chose que vous avez appris dans vos études d'architecture ou c'est vraiment votre parcours personnel qui vous a fait,
Bon, on l'apprend un peu en études d'architecture, Ouais, mais évidemment, moi, j'avais accès d'outils, plus d'archives, parce que j'ai décidé de faire aussi de l'anthropologie. Et pour finir, j'ai surtout fait du terrain. Je suis allé en ouais, Afrique pour voir comment on faisait traditionnellement. Et ça, ok, c'est ce que l'anthropologie t'invite à faire. ok. Ah ouais, c'est vraiment efficace du coup de coupler les deux. Et comment est-ce que vous travaillez avec les habitants, enfin, la communauté, quand vous allez sur place pour un projet, que vous commencez à construire des choses? Comment vous impliquez les habitants? Euh, alors, je vais juste vous donner un exemple pour dire que des fois, les habitants eux-mêmes n'ont pas conscience de ce qu'ils font, comment dire, de la richesse de ce qu'ils font traditionnellement. Ouais, Et en Afrique, vous aurez systématiquement plutôt des gens qui sont dans la complète extraversion, qui veulent surtout pas faire traditionnellement. ok. Ils veulent imiter ce qui leur semble être le modèle. À suivre, Voilà, occidental surtout, voilà. j'imagine. Donc moi, j'ai eu une expérience en 2006. J'étais très jeune architecte, étudiant en architecture, et on m'a envoyé dans une communauté, une population très traditionnelle encore, puisqu'il y a comme ça il y a encore quelques Ouais, noyaux en Afrique de gens. Enfin, les anthropologues appellent ça des paléonégritiques. C'est un terme très connoté pour dire qu'ils n'ont pas beaucoup évolué, ils vivent encore un peu comme ok, voilà. c'est un peu condescendant, mais bon. Voilà, exactement. Et donc je suis allé chez les Tambérmans, qui sont donc cette population au nord du Togo, qui construit une architecture très 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 intéressante, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Ok, mais que surtout à laquelle eux ils veulent échapper quand l'UNESCO veut préserver. Et donc il y a une tension entre les Tambérmans qui veulent vivre à la moderne et ouais, l'UNESCO qui dit ça a de la valeur. Et donc cette tension est sensible à ce que tu vas voir les Tambérmans en journée. Ils sont Tamberma, ils sont encore un peu nus, ils ont des labrés, ok. etc. Parce que le conservateur du site est là, il faut que les touristes arrivent, donc il faut jouer le jeu, etc. Et puis à partir de 17-18 heures, Scandaleux. tout le monde est en jean, C'est scandaleux parce que cette affaire. les touristes sont partis, etc. Et Ok, donc, ah ouais. voilà, c'est la voie un peu médiane qui leur permettrait d'avoir cet accès légitime à tout le confort moderne, de pouvoir Oui, faire entrer un écran plat dans leur architecture, etc., etc. C'est celle-là qui n'est pas travaillée. Donc, on est ok. entre le tout musée, la Et muséification, ou alors le tout moderne, mais du moderne un peu gauche, parce que c'est de la copie, ou c'est du folklore, mais cette fois-ci du folklore moderne. ok, Donc moi, ouais. tout mon travail, c'est de les aider à mettre la main sur ce qui, dans le pack vernaculaire, est moderne en réalité, Ouais, et qu'il ne faudrait pas passer par perte et profit dans l'effort de vivre comme des gens qui sont de la ville. Et donc moi, je produis un autre type de tension avec les gens, mais on arrive à la fin à une architecture qui me semble être cette architecture intermédiaire ok. Ouais, c'est. qui préserve le patrimoine, mais qui est aussi... Et du coup là, enfin, vous avez fait quel pays par rapport à vos projets et votre travail? Bon, là, actuellement, on travaille sur le Togo, essentiellement à Lomé, Ok. au Bénin et au Au Ghana, Bénin. et on fait aussi une petite villa au Sénégal, actuellement. Ok. Donc, c'est quand même plus ou moins la sous-région ouest africaine. Et du coup, globalement, les populations, elles accueillent quand même assez bien, j'imagine, le Quand c'est projet. fini, s'il s'agit des populations rurales, au début, ils sont toujours Un peu réticents, ouais. dubitatifs. Le fait qu'on leur envoie un Africain, déjà, parce que souvent, c'est des ONG internationales qui ont ce souci de faire africain, paradoxalement. Ouais. Eux, ils ne veulent pas venir faire une école ou un dispensaire en tout béton, ils veulent faire dans la culture locale. Mais les locaux, eux, veulent du tout béton, ils veulent du moderne. Et donc, quand ils voient, on leur dit qu'il y a un architecte qui arrive, quand vous arrivez et qu'ils voient que c'est un Mm. Africain comme eux, alors qu'on leur a dit que quelqu'un arrivait de France, Oui. d'Occident, ils sont déçus. Ils se disent, Ah ouais, bon, pourquoi d'accord. on ne nous a pas fait venir un vieux blanc, pourquoi on a un jeune Africain? Et il faut donc forcer le respect en leur montrant que vous connaissez très bien leur architecture. Ouais. Et quand vous avez passé ce premier cap, parce que vous êtes challengé tout de suite. Ah ouais, d'accord. Il y a vraiment un travail aussi Voilà, de déconstruction à faire. voilà. Quand vous avez passé ce cap, ils sont rassurés, ils se disent, OK, il est des nôtres, mais d'une façon un peu plus originale, un peu plus dans le futur.
Et dès que la confiance est établie, vous arrivez à faire des choses intéressantes. Donc cette confiance-là, vous la gagnez sur le terrain et surtout Ok, quand le travail est réalisé. Sur d'autres commandes, c'est plus simple parce que c'est des gens de la diaspora qui, eux, ouais, donc, sont sensibilisés à certains sujets et qui veulent surtout pas faire leur maison au pays en tout béton. Donc eux, il n'y a pas de... Ils sont déjà convaincus ok. et ils cherchent justement la personne qui pourrait leur permettre de faire cela parce que la majorité des architectes, surtout ceux qui sont formés sur le continent, Encore n'ont cette pas vision. non, cette prudence. Ok. Et du coup, vous avez parlé de la technologie et la nature. Comment Mhm. est-ce que concrètement vous arrivez à justement entremêler un peu les deux? Bon, en réalité, moi je dis que c'est plutôt simple. En réalité, si vous observez bien les nouvelles technologies, surtout la dernière séquence des technologies, les technologies deviennent très 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 naturelles. La technologie a l'air de reboucler avec la nature. On va même presque de façon primaire vers des ordinateurs de carbone avec le quantique. Donc, la technologie retourne à la nature. Ok. La technologie est très distribuée, récursif, elle est très démocratisée, elle est très organique. Toutes les technologies du digital, tout ce qu'on a Mhm. réussi à faire avec le Bitcoin, ce qui est une technologie extraordinairement démocratique. L'intelligence artificielle, c'est aussi une technologie très proche du pair à pair, de la nature Ah ouais, donc, d'un apprentissage très distribué. dans quel aspect, par exemple? Enfin, comment concrètement vous pouvez expliquer comment les nouvelles technologies comme enfin, on s'appelle l'intelligence artificielle, pardon, est proche de la nature du coup? C'est-à-dire que ça nous permet de nous désinscrire d'une logique très industrielle, Mhm. d'un point de vue très centralisé, qui est ce qui menace le plus la complexité de la nature. La nature est D'accord. très riche, elle n'est pas saisissable dans la configuration de la pensée moderne, qui est une pensée des catégories, où on fait des cases, Oui. euh, alors que l'intelligence artificielle nous permet de réintroduire de la complexité. Si je donne un exemple très simple, c'est pas dans la nature, mais dans la culture, mais Mhm. ça fonctionne aussi dans la nature, c'est-à-dire que pendant longtemps, pour que les gens puissent tous se comprendre, Ouais. étant tous différents, en restant dans la logique industrielle, l'idée c'était que il y a une langue forte qu'on oblige tout le monde à apprendre. Aujourd'hui, Ok. avec l'intelligence artificielle, c'est désormais archaïque de penser de la sorte. Je pourrais, moi, parler dans ma langue et on pourrait Ouais. être mis à parler chacune dans nos langues et se comprendre tous simultanément. La Ok. technologie réintroduit la capacité de préserver de la complexité en culture, de la complexité en nature, ce qu'on appelle Ok, la oui. biodiversité. Je Le comprends mieux. problème, c'est que la technologie n'est pas développée avec le paradigme de préserver cette complexité-là. La technologie aujourd'hui est toujours développée dans un paradigme industriel, Oui, c'est donc pour vendre, faire de l'argent aux pour faire de gens. l'argent. Et donc la façon dont on traite la technologie est archaïque par rapport au potentiel réel du technologique qui, lui, voudrait être distribué, organique, etc. Donc il faut arracher la technologie des centres qui la développent aujourd'hui et font les objets finis que nous utilisons pour imaginer qu'on puisse la développer à l'intérieur de nouveaux types de laboratoires qui, eux, n'ont pas pour paradigme de faire de l'argent, mais pour paradigme de n'appuyer sur aucune faille sociale ou de ne pas porter atteinte à la biodiversité. Et c'est Ok. ces nouveaux types de laboratoires qui n'existent pas aujourd'hui. C'est tout le problème de sortir de cette sorte d'impasse Ok. civilisationnelle dans laquelle nous sommes. Et du coup, est-ce que vous connaissez d'autres confrères à vous qui, justement, est dans le même paradigme, la même vision de la construction de la ville africaine du futur, du coup? Je pense que bon, tous les architectes qui se donnent un peu de peine, qui se reposent pas un peu sur leur laurier Ouais. conceptuel ou qui ne sont pas juste programmés pour tirer le meilleur de ce marché extraordinaire qu'est la ville, qu'est la Mhm. construction, etc., arrivent, ont en tout cas l'envie, comme moi, de faire différemment. Moi, je suis un peu radical parce que j'adresse ce que tout le monde occulte, qui est le paradigme. C'est-à-dire, les gens mènent les réflexions et à un moment donné, Ouais. ils ne disent pas, ils finissent pas leur phrase en Oui. réalité. Et on ne s'avoue pas qu'on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, mais si on reste inscrit dans le paradigme du profit, et si on ne divorce pas avec l'idée que avant de poser chaque geste, je dois en connaître, je dois savoir en quoi ça me profite,
on n'achèvera rien. Et donc, le paradigme, comme tout le reste, c'est quelque chose qui est une construction. C'est des hommes qui l'ont produit. Les hommes pourraient décider que désormais, on vive dans des sociétés où le fondamental n'est pas le profit. Oui, Alors, quelle valeur on met à la place? Quels sont les nouveaux types de comptabilité ou quels sont les nouveaux modèles économiques pour rester quand même dans un langage que le monde actuel comprend? On mobilise. C'est ça que moi, j'essaie de travailler pour pouvoir finir ma phrase et dire, bon, on peut aussi attaquer le paradigme. ok, ouais. Voilà les ressources qu'on pourrait mobiliser pour ériger un nouveau paradigme. Là, c'est super intéressant. Et en fait, au final, la réflexion, elle est toujours idéologique, en fait, à la fin. C'est vraiment quel monde on veut. Est-ce qu'on veut un monde individualiste dans lequel chacun pour soi, Dieu pour tous, ou un monde où on travaille ensemble, en fait, et au service de la collectivité, de l'intérêt général, en fait. C'est ça, c'est ça. Et justement, pour rebondir sur l'intérêt général, comment est-ce que ça se passe, vos rapports avec le secteur public? J'imagine que quand vous devez vous lancer sur des projets, il y a peut-être des contacts à avoir avec le service public, enfin le secteur public, les États, les villes, l'administration, en fait. Comment ils accueillent ces projets? Moi, je suis un marginal, hein. Je suis un marginal, un peu hacker sur les bords. Ok, Donc, du moment où je sens que ce que je fais est intelligent, ouais, est tout à fait justifié et que mon analyse est cohérente, je ne m'interdis pas de faire, même si comment dire, le schéma institutionnel ce qui est produit comme ouais. système de compréhension du monde n'a pas réservé de la possibilité pour faire cela. Et Ok, je considère toujours que le truc est achevé, le truc n'est pas fini, et que je peux, par mon engagement, éclairer des zones d'ombre ouais. dans ce qu'il y a comme loi, pour faire très, très, très caricatural. Donc j'y vais, je provoque forcément une crispation, et j'espère que cette crispation va permettre de civiliser le corpus de tests ou la façon dont le décideur pense les choses, parce que j'aurais éclairé quelque chose qui... Donc voilà. Évidemment, quand vous avez cette posture, vous prenez des coups, Oui, j'imagine. voilà, vous gagnez moins bien votre vie, vous gagnez pas du tout votre vie, vous êtes dans le sacrifice, etc. Mais je me paye autrement. Oui, ok. Parce que c'est vrai qu'au final, quand on pense en général collectif, on n'a pas la pensée de vouloir s'enrichir d'abord. Ouais. Et donc en général, c'est un peu plus dur. Et ça, on le retrouve en fait dans beaucoup de métiers où on veut un peu prendre, enfin, avoir des bonnes idées pour un avenir plus durable et plus collectif, quoi. Mm. Et C'est le principe de l'avant-garde, hein. C'est oui, forcément, vous êtes toujours un peu sacrifié, les pionniers à faire quelque chose. Et dans notre métier, l'architecture, l'art, l'avant-garde a un sens. Donc, évidemment, c'est toujours un petit pourcentage de personnes qui sont, enfin, j'ai pas envie de dire courageux, mais qui eux sont qui se sentent les moins bien dans la société et qui ouais, s'autorisent à aller explorer au-delà de ce qui de ce qui est est autorisé. Donc c'est ce que je fais. Je n'attends pas toujours que l'environnement, le contexte soit favorable. Je n'appelle pas le maire, je fais, et puis oui, on vient me dire d'arrêter, je polémique un peu. Je dis, regardez, j'ai fait quelque chose qui est bien, on m'a dit d'arrêter, et le maire a la pression parce que je polémique. Comme j'ai la chance d'avoir des gens comme vous qui mm, me donnaient de la parole, la polémique, elle prend voilà, l'ampleur. elle prend un peu d'ampleur, et il est lui-même instruit Ouais, de ce que il faut peut-être me laisser faire, et que ouais, ouais, finalement ça intéresse des gens que considèrent comme étant la légitimation, c'est-à-dire que si les blancs en parlent en bien, c'est que c'est bon. c'est que... Donc Ok, paradoxalement, ouais, je vois, tu dois te faire valider de l'extérieur pour pouvoir avancer en Afrique. en C'est fait, pour faut, ça faut y que aller un peu au culot et espérer avoir un peu de lumière sur toi pour qu'on ok, on ne te on ne te brise pas. ok, ok. Ah ouais, ouais, ça demande en fait beaucoup de courage, quoi, et de volonté. Dans mon cas, c'est pas du courage, c'est juste que je peux pas faire autrement. Je serais plus Mm. malheureux à être dans les clous. Oui, Donc, ok. Ça s'entend tout à l'heure. Moi, j'ai pareil. Donc, Et justement, je voulais parler de ce modèle que vous avez expliqué. Est-ce qu'il peut se transposer du coup ailleurs qu'en Afrique, enfin en Europe notamment? Là, ici, on est à Paris actuellement. Et je voulais savoir, est-ce que bah, du coup, une ville comme Paris, par exemple, est-ce que on pourrait appliquer ce modèle-là? Parce que...
Le problème moderne est aujourd'hui global. C'est un logiciel qui est partagé par dans tous les coins de la planète. L'avantage du contexte où moi j'essaie de développer ça, et ce pourquoi je fais ça dans ce contexte, c'est qu'il y a le contexte est moins érodé, il y a encore du lien, il y a encore de la liane, et il y a encore de la ligature. C'est-à-dire que on n'a pas basculé complètement dans une société atomisée, nous autres en Afrique. On a encore des imaginaires qui ne sont pas des imaginaires de la séparation totale avec la nature. On a des imaginaires civilisationnels, on a des imaginaires entre guillemets plutôt naturels, pas naturalistes, mais chaque Africain, vraiment Africain d'Afrique, a encore un parent animal, a un totem. Donc on a des imaginaires qui sont qui tissent le lien avec la nature. un peu. Donc c'est plus facile peut-être de faire ça en Afrique, mais oui. La réponse est oui. Considérant que l'Europe ou l'Occident, globalement, lui-même a été à ce niveau où on est en Afrique avant d'avoir petit à petit basculé complètement dans la société industrielle où on est aujourd'hui, je peux dire que ça peut se développer ici aussi. Moi, le confort, la paresse que j'ai, c'est de dire si je le fais en Afrique, ce sera global automatiquement parce que l'Afrique a le nombre de son côté. On parle d'un humain sur 4 qui sera africain dans les 30 prochaines années. Quelque chose qui réussit en Afrique s'impose à l'humanité entière. Ça me fait faire l'économie de penser le modèle européen parce qu'on a on a quelque chose à mettre aujourd'hui dans la balance, nous autres Africains, c'est le nombre. On a d'autres choses aussi. On a l'imaginaire, on est le territoire qui a le plus préservé des imaginaires anti-capitalistes, anti-profit. Et on a aussi des ressources naturelles et une géographie, une géologie complètement indécente. Donc on a tout ce qu'il faut en fait pour faire une révolution depuis l'Afrique. Et si l'Afrique fait une révolution, elle civilisera l'Occident par le nombre. C'est drôle ce que tu viens de dire parce que paradoxalement, au final, même si l'Afrique a été colonisée par les Occidentaux, c'est quand même l'espace géographique du monde. Après, il y a aussi peut-être l'Asie dont on peut parler, mais où en fait on a été moins colonisé peut-être par justement cette distance à la nature et aux anciens modèles de pensée de l'humanité, quoi. Donc c'est peut-être ça du coup au fait qui va sauver peut-être l'humanité au final. Oui, c'est toujours le paradoxe du continent, c'est que c'est le continent le plus attaqué en réalité, mais aussi celui qui résiste relativement le mieux, parce que c'est quand même ce continent a une âme millénaire et ça résiste. Et ça résiste. Mais maintenant, on est à un carrefour parce que justement avec le digital, les derniers lieux de résistance pourraient basculer. Parce que le digital, c'est ce qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, copie le mieux la nature désormais. C'est très organique, c'est très distribué, c'est très réticulaire. Et si la technologie du digital est développée dans le mauvais sens, comme ça se coule assez bien dans les structures sociales et dans les structures naturelles, elle va achever de faire des sociétés africaines, des sociétés, elles aussi, atomisées sur le modèle des sociétés occidentales. Donc le digital est pour moi le lieu du piquet de grève. C'est là qu'il faut faire grève, parce que c'est là où ça va. On a deux chemins. Un chemin pour faire une révolution depuis l'Afrique qui civilise le monde, et un chemin où l'Afrique aura elle aussi complètement basculé, et là, il n'y aura plus de perspective nulle part. Ça, vous voyez les gens, le piquet de grève, faut en faire plein, et bien pour la bonne direction. Exactement. Et du coup, on arrive bientôt à la fin du coup de l'interview, et j'avais c'est pas vraiment une question, mais qu'est-ce que vous laisserez comme message un peu pour les générations futures qui viennent? Sur un message optimiste pour l'avenir, justement. On a parlé comme... Tout de suite, je suis si près que ça, d'après vous, d'être vers la fin. C'est comme une bouteille à la mer qu'on jette pour les prochaines générations. Peut-être que je ne serai plus là non plus. Hein, donc, Non, moi je suis encore là à un moment, donc je leur dirai, je n'ai pas besoin de leur laisser, je leur dirai directement. Mais donc l'Afrique est le continent des générations futures. C'est là où il y a le plus d'humains qui vont apparaître. C'est là où on va se retrouver avec le plus d'humains jeunes.
Je dirais que donc on a souvent on dit à quelle planète on va laisser à nos enfants. Il y a un écrivain, Saint-Pré, qui a retourné la chose pour dire à quels enfants on va laisser la planète, qui a un enjeu d'éducation. Il faut que les Africains définitivement deviennent adultes, prennent conscience à la fois de leurs responsabilités aujourd'hui. Le sort de l'humanité, en tout cas de mon point de vue, est entre leurs mains. S'ils divorcent radicalement du modèle occidental, il y a la possibilité d'un horizon pour l'humanité. Mais s'ils continuent dans la logique complètement d'extraversion, de nier leur propre potentiel et de se dire qu'ils sont presque fatalement, ou ils sont condamnés à devenir eux aussi des Occidentaux, ben, ils achèveront ce projet du profit, du capital, du paradigme du profit. Ouais. Et donc, ils ont une responsabilité À jouer voilà. dans l'avenir de l'humanité. Voilà, et ça passe par énormément de prise de conscience et de formation. Ok. Bon, en tout cas, il nous reste beaucoup de boulot à vous, même comme à nous qui À sommes, tout le monde, ouais. sommes engagés. En tout cas, bah, merci beaucoup, Senamé, d'être venu sur le plateau de Sur le Piquet. Sur le piquet numéro 1. Voilà. Merci. Donc, bah, écoutez, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes et la cloche aussi si vous voulez voir plus de contenu. Voilà, merci beaucoup, Merci Senamé. à toi.